La F2 est-elle vraiment la meilleure préparation à la F1 ? Considérée comme l'antichambre de la Formule 1, cette catégorie regroupe les jeunes pilotes les plus talentueux du monde, et nombre d'entre eux ont une expérience en Formule 1. Que ce soit une promotion en tant que titulaire comme Mick Schumacher ou encore Yuki Tsunoda, ou alors une simple expérience de pilote d'essai comme Robert Schwarzman. Dans cette liste, il y a évidemment un nom que vous connaissez bien, Logan Sargeant, qui vient d'achever sa première saison dans la discipline il y a à peine quelques semaines. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été un franc succès. Écrasé par Alex Albon tout au long de l'année, le pilote américain a malgré tout décroché une prolongation de contrat d'1 an. Il le doit surtout à James Vols, son patron, qui souhaite lui offrir une deuxième chance de prouver sa valeur. À titre personnel, je me réjouis de cette décision. Même si Sargeant n'a pas été le plus rapide du monde en 2023, j'apprécie qu'on lui laisse le temps de se développer, parce qu'à mes yeux, il n'était tout simplement pas prêt pour la Formule 1. Un sentiment partagé par le principal intéressé, qui a récemment tenu des déclarations qui me font m'interroger sur le véritable niveau de la Formule 2. Après tout, sur les 3 derniers champions de la catégorie, aucun d'entre eux n'a réussi à monter en Formule 1 directement. Pour les 3 derniers promus, à savoir Guanyu Zhou, Oscar Piastri et donc Logan Sargeant, on peut également constater qu'ils se sont tous fait battre à plate couture par leurs coéquipiers respectifs lors de leur première saison. Forcément, Oscar Piastri fait face à Lando Norris, qui est sacrément fort, donc lui on pouvait s'y attendre. Mais Logan Sargeant de son côté pense que le problème est ailleurs. Selon lui, la Formule 2 ne prépare pas suffisamment bien la Formule 1, et c'est donc très difficile de s'y imposer. Aujourd'hui, on va revenir sur les propos de Sargeant, et on va analyser ensemble les défauts de la Formule 2, tout en évoquant des améliorations futures qui pourraient bien changer son visage dès cette saison. C'est parti. Avant d'analyser les propos de Logan Sargeant, on peut dire qu'il est sans doute la personne la mieux placée pour constater l'écart entre les deux catégories. Il a l'expérience la plus récente dans la discipline, donc c'est un sujet qu'il maîtrise parfaitement. Voyons ce qu'il en dit, c'est dans une interview accordée à motorsport.com. Je pense que la F2 est une excellente catégorie, avec de bons pilotes, mais je trouve que l'écart entre les monoplaces est un petit peu trop important par rapport à ce qu'il devrait être. Il y a tellement plus de détails en F1, beaucoup plus de choses qui contribuent à la performance, énormément d'aspects du pilotage que l'on ne retrouve pas suffisamment dans une voiture de F2. En F2, il suffit de monter à bord et de conduire, alors qu'en F1, il y a tellement de choses à mettre en place avant d'être rapide. Et puis à mon avis, les voitures ne vont pas assez vite. Au-delà de savoir s'il a raison ou non, on peut constater qu'il y a pas mal d'éléments qui soutiennent ce qu'il avance. Pour comprendre ça, penchons-nous d'abord sur les caractéristiques techniques d'une voiture de Formule 2. Premièrement, en F1, chaque équipe conçoit son propre châssis, selon une série de règlements techniques produits par la FIA. En F2, tout le monde a le même châssis. Jusqu'en 2023, c'était un modèle produit par Dallara, baptisé F2 2018, en référence à l'année de sa création. Le poids minimum de la voiture, avec le pilote, doit être de 788 kg, et elle est équipée de dispositifs de sécurité conformes aux normes de la F1, comme le halo par exemple. Ils utilisent un moteur V6 Mecachrome, forcément moins puissant qu'en F1, et les pièces peuvent être achetées uniquement à des partenaires exclusifs de la F2. La vitesse de pointe maximum d'une voiture de F2 est de 321 km/h, contre 375 pour une F1. Il y a également des différences dans les pneus, par exemple il n'y a pas de composés intermédiaires, dans le pit-stop bien sûr, ou encore dans le carburant. La F2 s'est un petit peu transformée en laboratoire pour la F1 ces dernières années. Par exemple, ils ont été les premiers à tester les pneus 18 pouces, avant leur introduction sur les voitures de F1 en 2022. Tout ce que je viens de vous dire, c'est le modèle de voiture avec lequel Logan Sargeant a roulé. En 2024, il va y avoir des changements très importants sur les F2, qui ont pour objectif de diminuer cet écart entre les deux catégories. Le problème le plus important, c'est l'effet de sol. Vous savez qu'il est revenu en F1 il y a 2 ans et qu'il a changé radicalement le comportement des monoplaces. Le marsupiage, tout ça, vous vous en souvenez j'imagine. L'expérience de conduite a sensiblement évolué. Et alors que la F1 connaissait sa plus grande révolution technique depuis près de 10 ans, eh bien la F2 elle n'a pas vraiment évolué. C'est exactement ça que pointe du doigt Logan Sargeant. Si la Formule 1 change, la Formule 2 doit également aller dans la même direction. Si les pilotes ne sont pas à la hauteur d'une promotion en Formule 1, c'est peut-être aussi à cause de ce manque d'innovation en F2. Parce qu'un jeune pilote c'est plus risqué, ça n'a pas forcément d'expérience avec ce genre de voiture, donc ça augmente les probabilités d'accident. La FIA semble avoir compris qu'il est nécessaire d'apporter des changements à la discipline, et nous verrons en 2024 un tout nouveau modèle de monoplace. Alors qu'est-ce qui change par rapport à la version précédente ? Je vais vous en citer quelques-uns en vrac. On trouve une structure d'impact frontal améliorée pour une meilleure absorption d'énergie, des changements sur l'aileron avant pour un meilleur suivi de la voiture devant, une cellule de survie renforcée, un aileron arrière modifié pour favoriser les dépassements, avec un système DRS revisité, des modifications sur le cockpit pour accueillir des pilotes de toutes les tailles, et pas mal d'autres détails techniques. Pour résumer, on a des améliorations en termes de sécurité, d'adaptabilité aux différentes tailles des pilotes, de gros changements aérodynamiques pour se rapprocher de l'expérience d'une Formule 1, et également une nouvelle esthétique qui se rapproche davantage d'une voiture de F1. On devrait partir sur un cycle de 6 ans avec ce nouveau concept, avec quelques modifications par-ci par-là, en fonction de comment évolue la F1. Alors ces changements semblent être une bonne chose. Bruno Michel, le patron de la discipline, nous promet une voiture puissante, compétitive, qui doit préparer les pilotes d'aujourd'hui à passer en Formule 1 dans un futur proche. Mais il y a des défis qui accompagnent cette révolution technique, à commencer par l'effet de sol. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt, la F2 va être confrontée au même problème que la F1 il y a 2 ans, à savoir éviter le marsouinage. Non seulement ça peut créer des voitures peu fiables, des données difficiles à analyser, mais ça peut surtout mettre en danger les pilotes. En 2022, la FIA a mis en place une limite de rebond par course.
Cela faisait suite au Grand Prix d'Azerbaïdjan, vous vous souvenez, où Lewis Hamilton en particulier s'est retrouvé avec le dos fracassé. Est-ce qu'on risque de vivre le même scénario en Formule 2 ? Rien n'est moins sûr. Mais si un problème comme celui-ci surgit, ça pourrait vraiment mettre en péril la carrière de certains pilotes. Plus globalement, une nouvelle génération de monoplaces constitue toujours un grand défi pour les ingénieurs et les mécaniciens. Il va falloir faire évoluer certains procédés, comprendre de nouveaux aspects techniques qu'ils ne connaissaient pas auparavant, et ça nécessite une grosse préparation. Cette nouvelle génération de monoplaces présente deux objectifs principaux à mon sens. Générer davantage de revenus, tout en limitant les coûts, et permettre à davantage de profils, notamment féminins, d'intégrer la Formule 2 dans le futur. La F2 est la catégorie junior la plus suivie du monde, mais j'imagine que Liberty Media et la FIA aimeraient en tirer un petit peu plus d'argent que ce qui se fait jusqu'à présent. Pour ça, ils peuvent se vanter d'avoir les meilleurs jeunes pilotes du monde, qui représentent pour la plupart des écuries de F1, comme Kimi Antonelli avec Mercedes, ou bien sûr Victor Martins avec Alpine. Améliorer la performance des voitures de F2, favoriser les dépassements, les transformer en sorte de F1.5, et bien ça prépare mieux les jeunes pilotes à un avenir en F1. Mais il y a évidemment un objectif commercial derrière ça. Si la F2 se rapproche de ce qui se fait dans la catégorie reine, eh bien ça va susciter plus d'engouement pour les spectateurs et téléspectateurs, et donc plus de revenus. On note également qu'ils utilisent le même moteur que lors des saisons précédentes, et pas mal de pièces déjà produites par Dallara dans le passé, ce qui leur permet de limiter leurs dépenses. Ensuite, la FIA souhaite rendre la discipline plus ouverte aux femmes. C'est le message que nous communique Bruno Michel. Eux et les organisateurs de la Formule 2 ont travaillé sur la géométrie de la suspension et sur le système de freinage pour, je cite, le rendre accessible à tous les pilotes. Cela va dans le sens des efforts de la FIA ces dernières saisons pour permettre un jour à une femme de participer à nouveau au championnat de F1. Tous ces changements, c'est bien beau. Mais la question que je me pose à présent est plutôt simple. Est-ce que ça va permettre aux pilotes de F2 d'arriver en F1 tout court, de ne plus se retrouver bloqués, d'avoir eux aussi droit à leur chance de rejoindre la meilleure discipline qui existe ? La volonté de la FIA de réduire l'écart entre les deux disciplines me semble cohérente, et cette F2 nouvelle génération est davantage en adéquation avec ce qu'est la Formule 1 aujourd'hui. Malheureusement, je doute que ça gomme tous les problèmes auxquels les jeunes pilotes sont confrontés. La réalité, c'est qu'on a eu un lot de pilotes extrêmement talentueux dans la deuxième partie des années 2010, qui sont très bien installés en F1, et extrêmement difficiles à déloger. Je vous prends l'exemple de l'académie Alpine. Est-ce qu'un de leurs pilotes sera meilleur que Pierre Gasly ou Esteban Ocon ? Je n'en suis pas sûr. Même si Victor Martins nous sort une saison de fou furieux, et on lui souhaite, il aura besoin d'un temps d'adaptation pour être performant en F1. La réalité aujourd'hui, c'est que les écuries ont du mal à être patientes. Logan Sargent fait figure d'exception, tout comme Oscar Piastri parce que c'est un crack générationnel. Mais de manière générale, elle privilégie la sécurité et la performance immédiate d'un pilote expérimenté plutôt que de parier sur l'avenir. Et très honnêtement, ça peut se comprendre si l'on se met à leur place. Mais ça fait qu'on a finalement assez peu de rookies qui s'imposent comme des références ces dernières saisons. On pourrait également parler du nombre de places dans la discipline. Même si Andretti réussit à rejoindre le championnat, ils prendront certainement Colton Herta. Donc au final, ça ne laisse qu'une seule place de libre en plus. Et pas sûr qu'ils souhaitent commencer leur nouvelle aventure avec un autre rookie. Tout ça pour dire que l'écart de performance entre F2 et F1 subsiste. Et si les efforts en place devraient permettre de réduire ça, eh bien on risque de devoir attendre quelques années avant de voir les premiers résultats. Ceci étant dit, si un rookie réalise des performances similaires à celles de Charles Leclerc ou de George Russell lorsqu'ils étaient en F2, je suis certain qu'il ne pourra pas être ignoré. Le niveau d'exigence des écuries de F1 a augmenté, et ce n'est donc pas non plus une surprise de voir aussi peu de jeunes pilotes réussir à monter dans l'ascenseur. En attendant de voir si l'un d'entre eux réussira l'an prochain, je suis impatient de regarder cette nouvelle monoplace en piste, et j'espère qu'elle sera aussi performante que ce qu'ils nous ont vendu. C'est terminé pour cette vidéo les amis, merci beaucoup de l'avoir regardé. Donnez-moi en commentaire votre ressenti sur ce que dit Logan Sargent, si vous êtes d'accord avec lui ou non, moi je lirai tous vos commentaires très attentivement. Avant de se quitter, pensez à liker cette vidéo, à la partager autour de vous, et bien sûr à vous abonner pour offrir un max de soutien. Nous on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.